Ce serait une mauvaise question de croire que le combat contre le terrorisme est seulement militaire. Le militaire n'est que le bras armé. Pour moi, je préconise que ce soit l'ensemble de la population qui se considère comme désormais soldats devant la nouvelle menace. En faisant quoi? En remplaçant l'esprit de peur par l'esprit de défense. Et pour ça, il faut une pédagogie. Et pour ça, je cite, pourquoi on appelle la guerre une guerre asymétrique? C'est parce que une guerre symétrique, c'était la guerre conventionnelle. Des tanks contre des tanks, donc, des avions contre des avions, des bateaux contre des avions. Donc, il y a une espèce de symétrie entre les deux. Mais la guerre asymétrique, c'est ce qui s'est passé en 2001. J'étais ambassadeur à Washington. Ce qui s'est passé avec un groupe d'une vingtaine de personnes qui a bien étudié son terrain, son objectif, etc. et qui a attaqué la plus grande puissance militaire du monde dans un endroit où, en utilisant quoi? L'arme principale, la surprise, là où on ne les attendait pas, ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est donc cette guerre, je dis qu'une des armes qu'on pourrait avoir, c'est non seulement que l'armée doit être prête, mais l'ensemble de la population. Et je donne deux exemples de deux pays que j'admire de ce point de vue-là, la Grande-Bretagne et la Suisse. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, le Scotland Yard, on considère que c'est l'une des meilleures polices du monde, est au courant de tout ce qui se passe dans toute parcelle de la Grande-Bretagne. En faisant quoi? En éduquant la population britannique à rendre compte de toute anomalie. Mais ce que un piéton, lorsqu'un citoyen voit une anomalie quelque part, il appelle au numéro vert, genre 911. D'ailleurs, du genre, ce n'est pas juste un téléphone qui vous fait attendre. C'est en fin de compte une sorte de dispatching de l'information. La lutte contre le terrorisme, c'est un problème citoyen. C'est une affaire de tous. Absolument, tout le monde est concerné. Alors, c'est important de savoir que lorsque l'information est, par exemple, un animal qui naît sans son patron, sans son propriétaire, et se promène dans la rue, on donne ça vers le service qui s'occupe des animaux. Mais quand c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui a ou une arme ou un comportement, c'est le service de sécurité qui s'en occupe, qui traîne le truc, et vous avez une réaction immédiate. Et ça donne quand même des données, des bases de données à la police qui gagne du temps pour pouvoir anticiper, peut-être même, et arrêter s'il le faut. Alors, en ce qui concerne la Suisse, c'est un deuxième pays également que j'admire de ce point de vue-là. Si vous garez une voiture et que vous êtes un étranger dans un quartier, il y a toujours un voisin qui relève le numéro de téléphone, quand est-ce que vous êtes arrivé, combien vous êtes au départ, combien vous êtes à l'aller, et à quelle heure, etc. Qui voilà des bases de données. D'immatriculation. Oui, il y a le numéro d'immatriculation. Voilà, il y a tout ça, il donne à la police. La police est préparée pour dire, il y a un étranger, s'il y a quelque chose, on peut même préparer des trucs pour que, si ça se confirme, on peut. C'est ce genre de réaction, à mon avis, qu'on devrait faire. Et je pense que le président de la République, à chaque fois que l'occasion se présente, vraiment parle d'une manière pertinente de la menace terroriste. D'abord, il ne faut pas s'affoler, d'une part. Il faut de la sérénité, mais aussi l'amalgame de dire que l'islam, c'est la même chose que le terrorisme. Il a raison. Oui, mais justement, il y a quelques questions posées par les auditeurs. Ali Kandi, faites-vous partie des conseillers du président Macky Sall? Si oui, ne devrait-il pas arrêter de parler du terrorisme en public? Mamadou Ibra Kane Junior, je voulais lui demander comment voit-il la position du président Sall face au terrorisme? Deux questions qui se recoupent. Oui, mais écoutez, ce n'est pas une question d'amis, ça dépasse. Il s'agit de la sécurité du système. Je peux être ami du président, mais dans sa fonction institutionnelle, comme président de la République, je dois, s'il le faut, participer quand même de mon expérience à la sécurité de ce pays-là, même si je n'avais pas de fonction. Ces prises de position fermes ne vous dérangent pas? Non seulement ça ne me dérange pas, mais ça m'arrange, parce que ça va dans le sens de ce que je préconise, qu'on en parle et qu'on dise ce que c'est que la religion réelle par rapport à ce que les gens font. On parle de la charia, mais la charia, le président, le meilleur de nous en matière de musulmans, Mohamed, le prophète Mohammed, ne l'a pas pratiqué puisque c'est arrivé plus d'un siècle après sa mort, où des érudits se sont réunis en disant tout ce que nous avons
concernant le Coran, on peut faire une juridiction. Mais ça n'a jamais été quelque chose ni de radical, etc. M. Goulen en a parlé. M. Goulen, le Turc qui a des problèmes avec... Accusé de tentative de coup d'État. Qui a dit que la charia, il y en a deux. La petite charia qui est dit de défendre quand même sa religion, d'une part, ça c'est tout à fait normal. Toutes les religions ont utilisé soit la persuasion, soit le forcing, ça existe. Et la grande charia, en fin de compte, c'est sa propre personne qui cherche à s'améliorer, à être humble, etc., etc. C'est donc ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons. Il y a des terroristes qui ne savent pas lire la Fatiha, simplement parce qu'ils sont conditionnés, ils sont devenus radicaux pour diverses raisons. Ensuite, ce que le président dit est important, lorsque la guerre des civilisations, tout ça, que les philosophes ont beaucoup exprimé, mettant la culture avec la religion, il a raison de dire qu'il n'y a pas d'amalgame. Il ne devrait pas y avoir d'amalgame entre les deux. Ce n'est pas parce qu'on est musulman, on est 1,5 milliard. Les terroristes, est-ce qu'ils sont 100 000, est-ce qu'ils sont 50 000? C'est rien du tout. Je vous le dis, les armées, les militaires ne sont qu'une partie de l'ensemble des armées, des outils de défense, dont l'outil psychologique. C'est important. Les sociologues doivent savoir qu'est-ce qui peut amener, par exemple, un Sénégalais. Il y en a certains qui sont des terroristes. Quel est leur environnement social pour savoir qui a pu les amener? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas pu trouver un travail, qui se sent frustré? Est-ce que c'est dans l'éducation, etc.? Tout ça, on a besoin. Ça va beaucoup plus loin que la guerre conventionnelle. C'est une guerre, si vous voulez, même, je ne dis pas de civilisation, mais peut-être de culture dans un certain sens. Parce que pourquoi il y a des Sénégalais? Actuellement, on parle de Sénégalais qui recrutent. Oui. Mais il est important de suivre quelle est sa vie actuellement, sa famille, qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est pas parce que les gens Diaby, d'ailleurs, déclaré terroriste international par la France. Diaby. Oui, exactement. Alors, ce n'est pas forcément ses parents qui sont fautifs, mais il est bon quand même dans l'enquête qu'on sache quel est son environnement pour pouvoir de faire de l'anticipation pour éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre. Justement, il y a quelque temps, je pense vers 2014-2015, je pense, vous aviez parlé de réseaux dormants au Sénégal. Et la banlieue, d'ailleurs, s'est agitée un peu en vous menaçant d'une plainte. Vous maintenez qu'il y a des réseaux dormants, potentiels terroristes, à Dakar, en banlieue? Oui, alors, ce que personnellement, dans mes contributions, j'ai contribué sur le problème du terrorisme, c'est que le ministère des Affaires étrangères, un jour, a parlé des réseaux dormants. C'est-à-dire que tant qu'ils ne se manifestent pas, moi j'étais donc à Washington, lorsque le patron de la CIA a été reçu au niveau du Congrès, et il a prononcé la phrase suivante en disant: ces gens se comportent comme tout le monde. C'est au moment où ils ont commis leur crime qu'on essaie de comprendre. Ça veut dire que maintenant, le Sénégalais, avec son masla, le fait qu'il est la teranga, on reçoit des gens, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne se manifeste pas beaucoup, prépare des coups, et on n'est pas vigilant, pas assez. C'est un peu ce que je vous disais avant. Donc, si jamais on voit quelqu'un qui a quand même un comportement anormal, qui a des occupations anormales, etc., si on le signalait, justement, ça éviterait que ces réseaux dormants se réveillent. Parce que c'est plus facile au Sénégal, la banlieue. Est-ce qu'il n'y a pas une absence de l'État? Quand vous voyez ce qui se passe au nord du Nigeria, ils n'ont pas pris n'importe quel environnement. Ils ont pris un endroit où l'État est très peu présent, où il y a beaucoup de pauvreté, etc., etc. Et ce sont des endroits fertiles pour que justement les gens soient frustrés d'abord, ensuite soient même un peu montés contre le gouvernement. Voilà, les endroits frontaliers aussi. Oui. Et s'il y a quelqu'un justement pour les pousser de ce point de vue-là, c'est ainsi qu'on arrive à une radicalisation. Et pour vous, l'arrestation d'imams est tout à fait normale, vous y souscrivez? Oui, mais ça ne veut pas dire que systématiquement, parce qu'on a arrêté quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on va le mettre en prison. On va savoir quand même ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, quel est son entourage avant de trucs, et c'est le juge qui décide finalement.
Mais il y a quand même plus d'un an que des imams sont toujours en prison. Dès qu'on a quand même et qui n'ont pas encore été jugés. Qu'on l'arrête, ça ne veut pas dire qu'on va l'emprisonner. En tout cas, nous sommes un pays démocratique. Ce sont les juristes qui, dans leur instruction, se rendent compte à un moment donné qu'il a dépassé un seuil. Il y a quand même des lois dans ce pays.